Bon, merci beaucoup, Yann, pour cette belle introduction. Je vais vous parler d'un crépuscule, celui du matérialisme en linguistique nord-américaine. Euh, donc, je me suis inspiré pour mon titre d'un livre qui a été publié l'année dernière en France, qui s'intitule tout simplement Le crépuscule du matérialisme, écrit par Richard Bastien et publié bon, ça fait 2 ans, là, c'est 2019, chez Salvator Press, où, à l'aide d'exemples de nouveaux développements en sciences, euh, l'auteur démontre que la science, même la science physique, est en train d'invalider la vision matérialiste de l'univers qui a caractérisé et continue de caractériser beaucoup de milieux scientifiques. Donc, une couple d'exemples. Un exemple qu'il donne, c'est la théorie du Big Bang en astrophysique, qui démontre que l'univers a eu un point de départ, donc un début. Et il tire les conséquences philosophiques de ce fait par un raisonnement tout simple, c'est que tout ce qui a un commencement a une cause. Hein. Donc, ça, c'est la prémisse numéro un, parce que si cela n'était pas vrai, ça voudrait dire que n'importe quoi pourrait apparaître à n'importe quel moment, n'importe où. Hein. Donc, tout ce qui commence, tout ce qui a un début a une cause. Donc, deuxième prémisse, l'univers a un début. Hein, la science nous l'a démontré. Et donc, ça veut dire que l'univers a une cause. Donc, tout l'univers a une cause, ce qui implique que quelque chose d'extra-physique est à l'origine de l'univers physique. Il fait état aussi, juste un autre exemple pour donner un peu la saveur de son ouvrage, le théorème de l'incomplétude de Kurt Gödel en mathématiques, qui est une preuve que l'esprit humain ne peut pas être réduit à un ordinateur ou une machine matérielle parce qu'il possède la capacité de transcender tout algorithme ou système de règles mathématiques et de déterminer la véracité ou le caractère véridique d'affirmations qui ne sont pas prouvables uniquement par les actions du système en question mathématique. Donc, l'esprit humain est capable d'aller à l'extérieur du système et de démontrer la véracité d'énoncés, propositions qui est parfaitement incapable de faire ça. Il va fonctionner à l'intérieur d'un système d'algorithmes très, très bien, mais il n'est pas capable de transcender. Donc, mes objectifs dans cette communication, c'est de tracer l'histoire de l'influence du matérialisme sur l'étude du langage humain, surtout en Amérique du Nord, qui est notre contexte géographique et intellectuel. Surtout, bon, même si le Québec regarde aussi vers la France et vers l'Europe. Et ensuite, je vais explorer un petit peu une piste contraire au matérialisme, l'innéisme rationaliste, qui se retrouve de façon un peu paradoxale chez Noam Chomsky, qui est aussi un matérialiste. Donc, j'aurai à parler de cette espèce de tension à l'intérieur même de la pensée du linguiste le plus connu sur le globe. Donc, je vais soutenir que l'approche de Noam Chomsky est un exemple des conséquences très fâcheuses d'un divorce entre l'esprit et la matière qui, dans la tradition intellectuelle avec laquelle on est familier, a commencé avec Descartes et a été poursuivi par Emmanuel Kant. Et c'est très fâcheux pour l'étude du langage parce que les langues naturelles humaines sont fondées sur un rapport très étroit entre l'esprit et la matière. C'est le fondement même, je dirais, de ce qu'est qu'une langue naturelle. C'est une association intime entre les deux. Par contre, dans la théorie de la grammaire générative de Noam Chomsky,
le côté matériel du langage, donc ce qu'on appelle le signe. Hein. Vous êtes en train d'écouter actuellement des signes acoustiques que j'émets, est traité comme étant complètement autonome de son corrélat mental. Donc, ce qu'on appelle le signifié ou l'idée qui est le contenu mental idéationnel qui est véhiculé par le langage. Et donc, la relation entre les deux est rendue complètement obscure et incompréhensible. Donc, avec cette approche-là de l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie de la syntaxe, on ne peut pas comprendre comment les langues naturelles fonctionnent. Je vais essayer de vous donner une idée de pourquoi. Donc, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais décrire brièvement quelques perspectives de recherche que j'ai développées à l'Université Laval et qui sont fondées sur une approche non matérialiste et non rationaliste de la linguistique. Et je vais conclure en suggérant que la linguistique pourrait nous fournir un exemple de comment on pourrait appliquer la méthode scientifique à un objet qui n'est pas matériel. Jusque maintenant, la méthode scientifique. Je pense qu'elle peut aussi s'appliquer à quelque chose de non matériel, le signifié linguistique. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et ensuite, je vais ouvrir quelques perspectives sur une approche qui est inspirée d'Aristote et de l'herméneutique de Paul Ricoeur, qui, je pense, complète Aristote et cette vision de la connaissance humaine de façon intéressante. Donc, c'est un peu ça le programme. Le matérialisme est présent en linguistique nord-américaine depuis les tout débuts. Il y a Leonard Bloomfield, un des plus grands linguistes du 20e siècle, au début du 20e siècle aux États-Unis, qui était inspiré par le behaviorisme. Et donc, il a réduit la langue à quelque chose de physiquement observable. Donc, c'est l'ensemble de tous les énoncés produits par les locuteurs d'une certaine communauté linguistique. Bon, en ça, il a été précédé par Wittgenstein, qui avait défini la langue de la même manière. Mais Wittgenstein n'était pas linguiste. Là, on a un linguiste qui le définit. Et il a également essayé de réduire le sens à quelque chose de physiquement observable. Donc, c'est la réponse physique à un stimulus verbal. Donc, vous voyez le behaviorisme dans le mécanisme de stimulus-réponse. Hein? Donc, la signification, je donne un exemple d'un impératif comme « passe-moi le sel », c'est l'action de passer le sel à la personne qui l'a demandé. Hein? Donc, le langage est un stimulus pour provoquer des réactions physiques chez l'interlocuteur. Donc, pour Bloomfield, la première tâche du linguiste consistait à isoler et à caractériser les événements verbaux qui sont considérés comme identiques ou différents par les locuteurs d'une communauté linguistique donnée. Donc, si on commence au plan de base, au plan phonétique des sons, cela conduit à l'identification d'un contraste, ce qu'on appelle en linguistique un contraste phonémique, donc entre deux phonèmes, P et B, qu'on peut voir illustré dans un ABC. Hein. Donc, Pierre s'oppose à bière, pot à beau, pu à bu. Et la distinction entre peu et be compte comme linguistiquement différente en français parce qu'elle sert à distinguer des significations. Alors que si je dis Pierre et Pierre, probablement vous n'allez même pas remarquer la différence. Hein? Donc, j'ai fait un P non aspiré, puis un P aspiré. La première fois, Pierre, et ensuite, comme les anglophones, mais ça en français, ça ne distingue pas. Ça peut servir à identifier un anglophone, hein, mais ça ne distingue pas de signifier. Hein. Donc, ce n'est pas linguistiquement distinctif. Donc, au plan du sens ou de la structure des phrases, la méthode de Bloomfield conduit à identifier une unité pronominale « je » qu'on peut opposer à une autre unité « tu », parce que les deux se trouvent dans la position immédiatement précédente d'une forme verbale. Donc, forme verbale « travailler »,« je travaille »,« tu travailles »,« parler »,« je parle »,« tu parles ». Donc, on peut donc opposer « je » à « tu ».
Et donc, avec cette méthode d'opposition distinctive, un linguiste peut identifier les éléments qui comptent comme des unités distinctes dans une langue donnée. Donc, le linguiste va prendre toutes les données, là, puis il va travailler là-dessus avec cette méthode-là. Il va arriver à identifier je, tu, il, elle, travaille, parle, vais. Hein? Donc, ça, c'est la première étape. Par la suite, Zelig Harris, qui était le directeur de recherche de Noam Chomsky, a ajouté la tâche de l'identification des unités observables récurrentes distinctives à celle de les regrouper en classes distributionnelles. Hein. Donc, une classe distributionnelle, c'est tout simplement une classe qui est définie par l'environnement dans lequel on retrouve l'environnement. Qu'est-ce qu'on trouve à côté, en avant? Donc, je donne un exemple dans 3. Donc, on peut identifier une classe de noms ou de substantifs, comme livre, garçon et table, par le fait que ces éléments-là se trouvent souvent immédiatement après les éléments un, le et ce. Donc, un, le, ce livre, un, le, ce garçon, une, la, cette table. Et donc, on identifie une classe distributionnelle qui comprend livre, garçon et table, classe des noms, et dont une des caractéristiques distributionnelles est de se retrouver immédiatement après un, le ou ce. Ces classes-là ont un certain avantage, hein, parce qu'on se fonde sur quelque chose qui est physiquement observable, donc le signe, plutôt sur des critères notionnels non observables physiquement, comme la grammaire traditionnelle a utilisé le concept de substance pour définir la catégorie du nom, hein, d'ailleurs, qui explique le terme substantif qui est synonyme de la catégorie du nom. Et on peut illustrer l'avantage de la méthode distributionnelle par l'exemple d'un mot comme force, hein, on ne peut pas soutenir que ça désigne une substance, mais le critère distributionnel, ça marche parce qu'on peut le trouver précédé de un, la, le ou ce, hein, une force, la force et cette force. Hein. Donc, il y a un certain avantage. C'est clair que c'est plus objectif. Donc, la prochaine étape, c'est que l'emploi de ces classes distributionnelles, donc on est dans une approche matérialiste, hein, donc qui définit les catégories de mots par leurs caractéristiques observables. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à côté dans la chaîne parlée? Donc, et on définit des classes distributionnelles avec ces critères-là. L'emploi de telles classes permet de décrire la structure de phrases en termes de schéma formel de combinaison de ces classes. Donc, on peut décrire Jean est courageux avec la formule qui est à droite, nom, verbe, adjectif. Jean voit Jacques par nom numéro 1, verbe, nom numéro 2, etc. Okay? Donc, ça permet on peut décrire la structure des phrases dans ces termes-là. Donc, la prochaine étape, donc, et c'est Harris qui l'a faite, c'est d'emprunter aux mathématiques une idée qui est qu'on peut générer un ensemble d'éléments au moyen d'une règle ou d'un algorithme. Donc, je donne un exemple en 7. On peut générer tous les noms pairs avec cet algorithme, très simple, multiplier x par 2 où x égale un nombre entier. Donc, selon Harris, l'objectif de la linguistique devrait être de concevoir des règles un peu comme ça pour assembler les classes distributionnelles en groupe, en séquence, de manière à générer l'ensemble de toutes les phrases qui correspondent à une langue donnée, l'anglais, le français, le japonais, etc. Il qualifie un ensemble de règles comme cela comme une grammaire générative. Hein, donc, une grammaire, donc un ensemble de règles mais ce sont des règles génératives qui génèrent un ensemble qui est l'ensemble de toutes les phrases qui constituent la langue. Hein. Donc, on rejoint la définition de Bloomfield
et de Wittgenstein de la langue comme l'ensemble des phrases produites par les locuteurs de la langue. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Donc, Chomsky a développé ce projet justement en proposant des règles pour former des phrases et des parties de phrases. Donc, en 8, on peut former le SN, donc le syntagme nominal ou le groupe nominal, le chien, au moyen de la règle article plus nom. On peut former un syntagme verbal comme a poursuivi le facteur en mettant le verbe avec un syntagme nominal composé de article plus nom. Puis on peut générer une phrase en mettant un syntagme nominal et un syntagme verbal ensemble et ça génère le chien a poursuivi le facteur. Donc, c'est très simple. C'est des règles de génération de syntagme nominal et de phrases. Pour simplifier cette grammaire, ensuite, il a proposé des transformations. Donc, à partir d'une structure comme le chien a poursuivi le facteur, Chomsky a proposé de générer le facteur a été poursuivi par le chien, donc la forme passive de cet énoncé-là, par les 4 règles que vous avez dans l'exemple 9 en bas de la page. Donc, on déplace le syntagme nominal 2, donc le facteur qui était à la fin de la phrase active au début. Donc, on commence par ça. Ensuite, on remplace le verbe par être plus le participe passé du verbe, donc a été poursuivi. On ajoute la préposition par et on déplace l'ancien syntagme numéro 1 à la fin de la phrase. Et ça donne le facteur a été poursuivi par le chien. Ici, on a la première rupture avec l'empirisme qui était reconnue explicitement par Chomsky. Parce que là, on a des opérations syntaxiques qui ne sont pas observables. Il n'y a aucune observation qui nous permet de dire que le chien a été poursuivi par le facteur et généré par les locuteurs du français par ces 4 règles qu'on vient de voir. Donc là, on a le rationalisme qui entre en jeu. Là, on a Chomsky qui introduit un autre objectif, qui est de caractériser, c'est dans la section 2 là, à l'écran, de caractériser le schématisme que l'esprit impose dans l'examen des données sensibles, très kantien. L'esprit qui impose la forme, toute la forme de nos connaissances. Et ce schématisme est postulé être régi par des règles de calcul mental. Donc, c'est la suite des idées de Harris, une sorte de mathématique. Et le caractère a priori donc de ces règles, vous vous rappelez les catégories a priori de Kant, implique que le système computationnel qui génère les différentes phrases d'une langue n'est pas affecté par des facteurs extérieurs. Donc, c'est l'autonomie de la syntaxe. Et ça implique que l'ensemble de toutes les phrases acceptables dans une langue peut être généré sans recours à la classification des unités assemblées. Et ça, c'est très problématique. Pour appuyer cette thèse, Chomsky allègue des exemples qui sont il prétend que cette phrase-là est bien formée en l'absence de tout sens. Donc, ça n'a pas de sens, mais c'est bien formé grammaticalement. Et donc, ce serait quelque chose qui était le postulat selon lequel la syntaxe est autonome de la sémantique, parce qu'ils sont grammaticalement bien formés, mais sémantiquement dépourvus de sens. Ce postulat est vicieusement circulaire. Il n'y a aucune preuve que la syntaxe n'est pas affectée par des facteurs extérieurs elle-même. C'est tout simplement un parti pris, fondé d'une part sur ils ont l'hypothèse kantienne que la pensée est la source unique de toute forme, de tout l'aspect formel de nos connaissances. Et d'autre part, sur la décision, c'est une décision méthodologique, de décrire les composantes de la phrase exclusivement en termes de leur distribution. Il n'y a aucune nécessité à faire ça, mais on a décidé de le faire. Et ça contribue à donner l'impression, parce qu'on a décidé de décrire la syntaxe sans recours au sens,
c'est clair qu'on a postulé dès le début l'autonomie de la syntaxe, mais sans apporter de preuve que c'est vraiment autonome. Donc, c'est aussi manifestement absurde ce postulat, parce que c'est le bon sens, hein? Le sens commun, c'est qu'on parle pour communiquer du sens. Et c'est le message qu'on veut transmettre qui détermine le choix de mots et la manière d'assembler les mots. Donc, par exemple, pour revenir à notre exemple du passif de tantôt, le passif, ce n'est pas une transformation purement syntaxique ou configurationnelle de l'actif, mais si on regarde la manière dont le passif est vraiment employé par les locuteurs dans les langues naturelles, les locuteurs l'utilisent quand ils veulent focaliser l'attention sur le patient de l'action. Donc, si je parle de mon collègue qui est à côté de moi et je dis Bruno a été retenu au bureau par une réunion, il serait très peu naturel et pas naturel du tout de mettre l'accent sur la réunion et de dire une réunion a retenu Bruno au bureau. Parce que je veux parler de mon collègue Bruno, c'est lui le focus. Donc, le passif, ce n'est pas juste une transformation syntaxique sans aucun impact sur le sens de l'actif. C'est le choix du passif, ça correspond à une intention du locuteur de dire quelque chose au sujet de la phrase passive. Donc, on ne peut pas laisser le sens de côté dans l'explication de la syntaxe. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut étudier le sens scientifiquement ou est-ce qu'il faut le mettre de côté parce que c'est trop vague et subjectif pour être soumis à la recherche scientifique? La réponse à cette question est un non catégorique si on adopte une vision étroite de l'objectivité scientifique comme étant limitée au domaine matériel. Un peu comme David Hume, hein, qui énonce le principe de vérifiabilité empirique, qui n'autorise que deux types de vérités. Donc, celles qui sont vraies par définition. Donc, les célibataires ne sont pas mariés, parce que ne pas être marié, ça fait partie de la définition de célibataire. Et celles qui sont vraies par vérification empirique. Donc, l'objet sur la balance pèse 99 grammes. Ça semble, disons, un peu acceptable à première vue, mais tant et aussi longtemps qu'on n'applique pas le principe de vérifiabilité empirique à lui-même. Parce que si on fait ça, on se pose la question, est-ce que ce principe est vrai par définition? Non. Est-ce qu'il y a moyen de le confirmer empiriquement? Non plus. Donc, par conséquent, ce principe est incohérent. Et donc, il n'y a aucune raison de l'adopter. Donc, là, je vais sauter un peu parce que je commence à manquer de temps. Parce que je voulais arriver à... Je saute les exemples linguistiques qui appuient le critère de la vérité, disons la nécessité d'avoir recours au sens pour comprendre le fonctionnement des unités linguistiques. On peut peut-être revenir là-dessus dans les questions. Avec la centralité du sens en linguistique que je préconise, on se trouve devant la question, est-ce qu'on peut avoir des données recevables en sciences qui ont trait au signifié. Ici, je vais suivre le philosophe de sciences Manuel Artigas, qui a identifié 4 conditions fondamentales pour garantir la fiabilité de la science. Et le tout premier, et celui sur lequel je vais m'arrêter le plus, c'est que l'objet de l'étude doit être observable de manière intersubjective. Donc, il faut qu'il y ait un consensus de tous les observateurs compétents sur ce qu'est l'objet. Et ça assure que l'objet n'est pas quelque chose de purement subjectif ou le fruit de l'imagination de l'observateur. Les 3 autres critères ne sont pas vraiment applicables au langage, donc je vais passer par-dessus. Mais en ce qui concerne le critère fondamental, hein, donc le premier qui donne de l'observabilité intersubjective, je prétends que le sens d'un mot doit nécessairement faire l'objet d'un consensus entre les membres de la communauté qui parlent la langue de laquelle le mot provient. Sinon, le mot ne pourrait jamais servir comme instrument de communication.
et notre expérience quotidienne d'utilisation d'une langue donnée nous apprend que la plupart de nos actes de langage sont réussis. C'est-à-dire que les gens comprennent. Si on parle de nuages, les gens comprennent qu'on parle de nuages. Si on parle d'écureuil, les gens comprennent qu'on parle d'un écureuil. Si c'était une théorie scientifique, on pourrait dire que c'est la théorie la mieux testée empiriquement qui existe. Parce que c'est des millions de fois, chaque fois, tous les jours, qu'une langue est testée. Et même des chercheurs en physique comme Werner Heisenberg ont noté que, on va aller au passage souligné, les concepts du langage naturel, bien que définis de manière vague, semblent être plus stables dans l'expansion des connaissances que les termes précis du langage scientifique. Et il dit que ce n'est pas surprenant puisque ces concepts, les concepts du langage naturel, sont forgés à partir d'un rapport immédiat avec la réalité. Ils représentent la réalité. Donc, les concepts d'une langue normale viennent d'une expérience directe, non filtrée de la réalité. Alors que le scientifique, en physique, il y a des instruments entre lui et l'objet. Il y a une théorie entre lui et l'objet. Et dans le cas des langues naturelles, ce n'est pas le cas. Et même la science dépend du langage naturel pour définir les objets même qu'il étudie. Donc, dans un livre, The Revenge of Aristotle, Edward Feser, en parlant de la recherche sur la substance chimique H2O, nous dit « C'est seulement parce qu'une certaine partie du monde a été découpée par la pensée commune et étiquetée O que la chimie peut ensuite l'étudier. » Donc, si on n'avait pas le mot O, on ne pourrait pas étudier H2O. Donc, ensuite, bon, je vais devoir sauter ça, même si c'est très beau. J'ai fait une petite étude des mots mind et brain en anglais, 1000 attestations. Et j'ai découvert qu'on a des emplois comme 14, The flowers were beautiful. They took her mind back more than 30 years. Et puis, in my mind, I am now in Israel. In my mind, I am now in Hong Kong. In my mind, I am now in London. Ces emplois-là du mot mind indiquent que dans la conception commune du langage, donc qui reflète la connaissance que nous avons de nous-mêmes, on sait que notre mind, notre esprit n'est pas limité par le temps et l'espace. Donc, quelque chose qui n'est pas limité par le temps et l'espace n'est pas matériel. Et on le sait inconsciemment. Donc, on a mind over matter. Ensuite, j'arrive à la conclusion. Donc, mes recherches sur le langage fournissent des preuves indéniables de l'incapacité du matérialisme à rendre compte de la réalité humaine dans tout son étendue. La solution pour sortir de l'impasse de matérialisme, c'est de reconnaître le sens comme réalité non matérielle. Et ça permet de comprendre pourquoi l'idée de chien est applicable à une infinité d'entités canines, du monde réel, imaginaire, passé, présent, futur. Néanmoins, pour le linguiste, reconnaître le sens ne signifie pas se perdre dans une espèce de domaine platonicien, parce que dans le langage humain, les sens sont toujours associés à des signes linguistiques physiquement manifestables qui permettent de les exprimer. Donc, ça situe la linguistique à une place cruciale au sein des sciences, au point de rencontre entre les versants matériels et immatériels de l'être humain. Alors, voilà quelques conclusions auxquelles je suis arrivé par l'étude du langage humain.